Eric, première, on est bon. Bon, comment ça va? Bien, ça va assez bien. Est-ce que tu veux te mettre ça dans la poche une fois que t'es libéré? Ouais, ça, je suis tranquille avec. Nickel. Voilà. Ça va très bien? Oui, ça va bien. Il fait beau. Je suis arrivé ici détendu, donc tout va bien. Malgré le contexte anxiogène, mais on en rediscutera peut-être un peu plus tard. Bah oui, avec toi, on va malheureusement être obligé d'en reparler. On va comprendre de suite. Est-ce que ça te dit de lancer du coup la roue directement et Oui. tu vas cliquer là sur Spin It. Alors c'est parti. Et du coup, je te laisse lire la question. Alors j'ai gagné. Quel genre d'entrepreneur suis-je? Alors je ne sais pas s'il y a un genre d'entrepreneur, parce qu'en fait, je suis devenu un peu entrepreneur sur le tard. Peut-être qu'on en discutera. Je pourrais me qualifier comme étant je suis un entrepreneur curieux, Ok. curieux, volontaire, envie d'avancer. Voilà quelques caractéristiques. Ok, curieux, volontaire. Et alors, on rentre dans le vif du sujet, mais comment en es-tu venu à entreprendre et qu'est-ce que tu entreprends? En fait, je ne suis pas venu directement dans l'entrepreneuriat. En fait, je suis venu plutôt dans le cadre d'une reconversion dans la volonté d'assouvir une passion. Et le moyen d'assouvir cette passion, ça a été de me lancer dans l'entrepreneuriat. Par rapport à d'autres personnes qui peuvent naître ou dire bah oui, je veux devenir entrepreneur sans savoir ce que je vais faire. Personnellement, j'étais dans une autre position qui était de dire j'ai une passion, qui est les voyages, on pourra y revenir. Et donc concrètement, comment je mets en application le fait c'est un peu caricatural, mais de vivre de ma passion. Et c'est dans ce cadre-là que je suis devenu entrepreneur en créant mon agence de voyage sur mesure qui s'appelle Eric and the Trip. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais la fibre entrepreneuriale, mais je ne le savais pas. Mais en fait, j'y suis arrivé par un moyen un peu détourné, finalement. Ok, donc tu es un entrepreneur voyageur. Entrepreneur voyageur, qui voyage un peu moins en ce moment qu'avant. mais je dirais que ma passion, c'est la passion globalement du voyage, mais également du secteur du tourisme. Donc, même si je ne voyage pas, je m'intéresse beaucoup à ce secteur-là, à son évolution, donc j'y trouve mon compte, même en restant en Haute-Savoie pour le moment. Et alors, quelle est la particularité éventuellement de l'entrepreneur dans le tourisme, si c'est un secteur qui te parle? Déjà, le tourisme, c'est un secteur qui est très vaste. Hein. L'hôtellerie, la restauration, c'est limite tourisme aussi. Donc, il y a des profils qui sont assez variés. Donc, je retrouve à la fois des personnes qui se lancent après l'école ou d'autres personnes qui ont quelques cheveux gris comme moi qui décident aussi de se lancer dans ce secteur-là. C'est un monde, alors pour mon secteur en tout cas, qui est agence de voyage, etc., qui est assez régulé. Donc il faut bien connaître la partie, la législation, le cadre législatif, c'est important. On ne se lance pas comme ça, voilà, la fleur au fusil, donc c'est assez borné. Donc avant d'entrer dans ce secteur-là en tant qu'entrepreneur, il faut bien se renseigner sur les conditions d'accès. Mais on y arrive. C'était compliqué? Finalement, alors ça arrive qu'on me pose la question, donc des personnes qui se lancent des activités un peu comparables à la mienne et qui souhaitent savoir c'est quoi les gros obstacles que j'ai été amené à rencontrer. Et en réfléchissant, j'ai pas eu finalement, à partir du moment, c'est toujours un peu le même sujet, si tu es très motivé par ce que tu fais, bah, les obstacles, tu les fais tomber un à un. Si tu es curieux, bah oui, tu cherches et tu trouves. C'est ça aussi une des caractéristiques de l'entrepreneur, ça suppose d'être ouvert sur tous les domaines et tu te renseignes. Donc même si tu n'as pas la formation, bah, tu t'auto-formes et puis tu deviens, alors à défaut d'être complètement performant, en tout cas tu t'améliores. Et puis après tu dis, bah oui, finalement, peut-être que ces erreurs-là, est-ce que j'aurais pu les éviter? Mais j'ai de la chance, j'ai l'impression depuis 4-5 ans que j'ai créé, j'ai jusqu'à présent pas fait d'énormes erreurs qui me font dire, bah oui, j'ai peut-être perdu un an en allant dans cette voie-là par rapport à tel autre. Cela dit, ça arrive quand on me questionne, bah oui, je sais que
Par exemple, pour être agent de voyage, il faut avoir une immatriculation, donc il y a un processus qui est relativement long. Donc ça, je peux le décrire, je sais par où il faut passer. Et ça évite à ceux qui créent dans ce secteur de se fourvoyer dans des voies sans issue. Et pour revenir sur la thématique de quel entrepreneur es-tu et quel genre d'entrepreneur es-tu, et alors, avec toi, avec ton activité justement de voyage, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre entrepreneur et voyageur? Parallèle entre entrepreneur et voyageur. Alors justement, je reviens sur le point que j'évoquais, qui est la curiosité. C'est-à-dire qu'une des particularités, pourquoi est-ce qu'on voyage, ça semble assez évident, mais oui, c'est que la plupart des voyageurs, sauf peut-être ceux que je fréquente pas trop, qui vont dans des all-inclusive et qui ne sortent pas de leur resort, généralement, c'est des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages. Et l'entrepreneuriat, c'est en partie ça. Ça suppose et ça permet de rencontrer plein de personnes différentes, de secteurs différents, d'âges différents, de milieux différents. Donc il y a un parallèle dans le fait de vouloir découvrir aussi, d'aller vers l'inconnu en partie, et puis de découvrir, t'intéresser aux gens aussi, ce que tu fais normalement, classiquement dans le voyage. Après, il y a tout l'aspect également gestion lors d'un voyage, tu peux avoir des aléas. Alors mon métier, c'est d'éviter qu'il y en ait trop pour le voyageur, mais tu as une partie gestion des aléas qui est importante, suivant le type de voyage. Et ça, je pense que ça aide, c'est assez comparable parce que tu peux connaître dans ta vie d'entrepreneur où tu as des choses qui te tombent sur la tête, tu n'avais pas prévu, mais il faut que tu puisses réagir et continuer à avancer. C'est un peu parallèle au voyage. Alors après, si on évoque les questions de c'est quoi l'objectif, le but du voyage, c'est quoi la finalité au bout du bout, c'est difficile à évoquer. Pour l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil, mais en tout cas, on avance en marchant, on apprend et on évolue. Pendant un voyage, c'est aussi ce qui se passe. Toi, en entreprenant, j'ai compris que c'était pour assouvir une passion, ou en tout cas, assouvir, c'est juste ce que tu dis? Oui, je pense, oui. Ouais, assouvir une passion. Ouais. Et parce qu'au final, la passion, c'est le voyage, mais là, aujourd'hui, tu entreprends la création de voyage, oui. C'est juste le partage de la passion. Oui, effectivement, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est la passion, les doubles, le fait de voyager, mais également la partie organisation du voyage qui m'intéresse déjà avant de le faire professionnellement. J'avais l'occasion de le faire, c'est assez classique aussi pour des amis, des connaissances, et ça m'intéressait déjà cette partie-là. Et ensuite, effectivement, tu as la partie partage après le voyage, bah oui, d'échanger, et je continue à l'avoir aussi. Alors, à défaut, en ce moment, de pouvoir voyager, parfois je voyage via mes clients, où j'ai hâte de découvrir, où j'avais hâte de découvrir par où ils étaient passés, ils m'envoient des photos, on discute aussi après coup sur ce qu'ils ont vécu. Donc ce partage-là, il est dans les deux sens. À la fois moi, faire partager ce que j'ai pu vivre les années précédentes dans mes voyages, et dans l'autre sens aussi, j'apprécie que mes clients me fassent partager ce qu'ils ont eu l'occasion de découvrir durant leur voyage. Donc cette partie-là, partage humaine, elle est bien sûr très importante. C'est vrai que plus je t'entends parler de voyage et plus je l'entends parler d'entrepreneuriat en fait. J'ai l'impression que c'est les mêmes mots qu'on utilise. Oui, puis je répète, la partie, alors dans mon activité, la partie humaine, elle est évidente, donc elle nécessite de s'intéresser à la fois aux clients, je les appelle comme ça, ou aux voyageurs, et aux personnes qui vont rencontrer. Donc après, ça peut venir dans les questions suivantes, mais dans la satisfaction de l'entrepreneur ou du créateur, c'est quelque part aussi pour moi, en tout cas, de faire plaisir à mes clients et d'avoir le feedback, ce que j'ai assez souvent. J'ai un exemple qui me vient assez souvent en tête. J'avais organisé il y a quelque temps, c'était un voyage pour une famille et c'était en Grèce, c'était pas non plus, le Pérou, Machu Picchu, bon, c'était un voyage en Grèce. Et au retour, en fait, la famille, la maman m'a écrit un petit mot en me disant, son fils lui a dit, maman, c'est les plus belles vacances de ma vie. Bon, quand tu reçois ce genre d'éléments, ce genre de paroles, bah ouais, là tu te dis finalement tout le parcours que j'ai fait avant d'entrepreneur pour arriver à ça, valait la peine de le faire pour arriver à ça. Ça fait combien de temps? 5 ans. 5 ans? Et tu reviendras en arrière? Non. La réponse est claire, non. Est-ce que, alors, en fait j'ai failli rebondir à un moment donné, mais ça allait nous amener sur la prochaine roue qui est ton regard sur l'entrepreneuriat. Donc on va lancer la roue directement, ça marche? Allez.
Je te laisse cliquer sur Split. On y va. Ah oui, c'est là, hop. Allez, on est parti. Existe-t-il un statut social d'entrepreneur? Comment le vis-tu? Alors en fait, donc j'étais salarié pendant 25 ans. Donc j'avais un statut en tant que salarié et par ce que je faisais précédemment. Et la question, évidemment, je me la suis posée, a été de dire, finalement, derrière, je vais, entre guillemets, perdre ce statut et je vais en avoir un où je ne sais pas du tout ce qui va devenir. Donc alors après, la question du statut, ça dépend si c'est le statut dans le regard un petit peu des autres. Au-delà, je pose la question, au-delà du statut peut-être légal, etc. quoi. Donc à aujourd'hui, le statut dans le regard d'autres personnes, en plus, comme j'ai plus 23 ans, je vois souvent que le fait d'avoir entrepris, de m'être lancé, je n'aurais pas ce qu'à dire, c'est de l'admiration, c'est pas ça, mais souvent les gens me disent, ah bah oui quand même, il a osé faire ça, entre guillemets, à son âge, alors qu'il était sur un boulot classique, standard, pépère, il aurait pu attendre encore 15 ans jusqu'à la retraite. Donc je vois à la fois ça, et je vois aussi de l'envie, quelque part, dans le regard des autres, en disant, bah oui, peut-être que moi j'irais bien aussi là-dedans, quoi, j'aimerais bien entreprendre, créer, mais voilà, c'est quoi le déclic, enfin toutes ces questions-là. Donc je vois parfois, alors de l'envie, c'est pas ça, mais quand même, je vois que ça amène parfois des réflexions dans l'œil d'autres personnes que je peux rencontrer. Et ça, bah oui, c'est quelque part, c'est dans l'imaginaire aussi, sans doute, du statut d'entrepreneur, de la personne qui est libre, indépendante, qui crée son job, etc. Donc cette partie du statut-là, qui existe, je pense qu'elle intéresse pas mal de personnes. Maintenant que tu es entrepreneur, cet imaginaire-là, est-ce que tu l'avais déjà avant? Et si oui, comment tu le... par rapport à la vérité, à la réalité, oui. Je pense que je ne l'avais pas vraiment, parce que alors une question, enfin un point qui vient souvent en complément de ta question, c'est au début, quand tu dois remplir, avant tu remplis un CV, enfin même pas un CV, on te dit bah, c'est quoi ton métier, bah, je ne sais pas, moi je disais bah, j'étais ingénieur, etc. Et maintenant je suis quoi au début? Je me dis, parfois j'ai mis entrepreneur. Et là je sentais quand même que les gens, on va dire c'est pas un métier entrepreneur, mais donc en fait il y a quand même un sujet par rapport à ça. Ou être créateur d'entreprise, mais entrepreneur. Alors, j'ai pas mis, au bout d'un certain temps, j'ai pas mis créateur, assez rapidement, j'ai mis entrepreneur. Sous-entendu, ben, j'étais en phase d'avoir de création de quelque chose, mais au-delà de ça j'entreprends, je continue à me développer. Donc, et par rapport à l'image que j'en avais, en fait, j'avais pas forcément d'image parce que je pense que si je remonte en arrière, peut-être il y a moins maintenant, mais il y a 10-15 ans, le mot entrepreneur, il était beaucoup moins répandu que maintenant aussi. Donc peut-être qu'il y a 15 ans, si je remonte à 15 ans, entrepreneur, ah oui, peut-être oui, un entrepreneur en travaux publics, ça je vois ce que c'est, mais un entrepreneur, celui qui crée sa société, qui crée son business, à partir probablement de rien, je pense que c'était un mot qui était rare, et donc l'employant pas, j'avais pas trop d'idées, quoi. Alors que maintenant, depuis 4-5 ans, comme je le répète, en fait, moi, le fait d'être entrepreneur, je le suis devenu de par la nécessité de dire, ben voilà, je sais ce que je veux faire, et donc ça suppose que j'entreprenne, que je parte de zéro, et que je sais où je vais y venir, et donc ça, tout ce chemin-là, c'est celui d'un entrepreneur. Et au-delà d'entrepreneur, est-ce que, mais je veux dire, comment tu te qualifierais, je veux dire, en tant que Eric Andotrip? Alors, en fait, quand on m'interroge sur ce que je fais, je dis, bon, j'organise votre voyage. En fait, tu vois, mais ça, c'est plus sur la partie concrète du business. Voilà, après, je ne me définis pas prioritairement quand même comme entrepreneur, ça dépend un petit peu du public auquel je m'adresse. Alors après, maintenant, je peux aller plus loin, mais là, c'est un petit peu gonflant. Je peux dire, je suis président de ma société, voilà, ça me fait très, très plaisir. Je suis le seul dedans, donc quand je fais mon assemblée générale avec moi-même, je suis très satisfait. Voilà, ça se termine bien, généralement. mais voilà, après, c'est peut-être plus dans l'état d'esprit, peut-être, aussi entrepreneur, qu'un statut, aussi.
Alors, état d'esprit qu'on peut opposer peut-être à, alors je ne sais pas s'il faut l'opposer, on y viendra peut-être à fonctionnaire, salarié, je ne sais pas, mais c'est peut-être dans l'état d'esprit de dire, bah oui, j'entreprends, je pars de rien, et puis j'arrive à quelque chose, et puis je mène mon chemin et je me fais ou pas accompagner, sans forcément être dans une grosse structure qui me cadrera et me bridera. Ok. Et du coup, enfin, j'aime bien essayer de trouver justement le qualificatif, et souvent en fait c'est rigolo, mais jusqu'à présent ça a aidé la personne un peu à se pitcher, je trouve, mais est-ce que tu pourrais te qualifier comme un compagnon, enfin, ou compagnon du voyageur, mais j'allais dire, tu les accompagnes pas vraiment dans le voyage, tu ne fais que, justement, tu fais que l'organiser, quoi. Je fais que l'organiser. Est-ce que tu auras un nom et un qualificatif comme ça qui te viendrait, ou c'est compliqué comme question? C'est compliqué parce qu'en fait, la partie. Alors, déjà, je refuse généralement de me qualifier d'agent de voyage parce que dans l'esprit des gens, souvent, c'est assez péjoratif. Le mot agent, déjà, est pas. Alors, je n'ai rien non plus contre les agents immobiliers, mais c'est un peu pareil, quoi. Je trouve que ce n'est pas très, très valorisant, donc j'évite le qualificatif d'agent de voyage, même si je fais partie dans mon code, voilà, code NAF, etc. Mais alors, je suis passé un peu sur la partie organisateur. Parce que ça, je pense que ça fait. Alors, ça dépend un petit peu quel public on vise, etc. Mais le mot organisé suppose, ça induit de la confiance. Donc, je n'ai pas hésité à le mettre, même si ça ne fait pas forcément rêver. Mais a fortiori, dans les circonstances actuelles, la partie organisation, eh ben, ça rassure aussi le futur client. Donc, voilà, pour l'instant, je me qualifie comme ça. Non, après, l'autre point aussi, mais c'est lié dans le nom de ma petite société qui s'appelle Eric and the Trip, c'est qu'il y a bien deux choses, quoi. Il y a le trip, le voyage, et il y a moi, Eric. Donc en fait, le voyage, c'est les deux, c'est à la fois ce que les personnes vont faire et l'accompagnement, même s'il est, il est à distance, l'accompagnement que je vais proposer aux voyageurs, dans l'organisation, dans le service, en restant en contact sur place, voilà, ce genre de choses-là. Ok. C'est presque le guide de voyage en fait. Oui, alors ça va plus loin parce que, en tout cas, moi j'ai la responsabilité de ce qui se passe durant le voyage, en fait. C'est bien pour ça que je reste en contact avec mes voyageurs. J'ai une responsabilité aussi au niveau légal, hein, donc c'est pas simplement du conseil, ça va plus loin que ça. Oui, mais en fait, que je dis le guide, en fait, je pense le guide du routard. Oui. Donc le conseil de ce qu'on peut faire, mais le guide aussi sur place, qui effectivement, quand on part en trip en pleine forêt, il y a un guide et lui, il a la responsabilité de la personne. Et du coup, je veux dire, ce terme-là, Oui, tout à fait. Oui, il y a le guide avant, puis il y a le guide pendant. Ouais, parfois, il y a le guide après aussi, mais oui, bien sûr. Le guide après, c'est. Oui. Bah, le guide, ce que je veux dire, c'est que le travail, mon job ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, toute la partie, ce qui se passe après le voyage, donc, je sais pas moi, le débrief, le recueil des éléments qui ont bien marché, qui n'ont pas marché, ça fait aussi partie de. Le voyage, il ne s'arrête pas une fois que les gens ont atterri à l'aéroport de Genève ou à Roissy. En fait, je reste en contact et puis on réfléchit sur la suite, sur éventuellement un prochain voyage, ce genre de choses-là. On échange des photos, enfin voilà, par exemple. Ouais, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup sur les blogs de voyage, que le retour fait partie du voyage. Et quand ça a été un long voyage, plus le voyage a été long, plus le retour est dur. Ouais. Et puis après, généralement, un voyage, ça peut te marquer. Donc en fait, tu l'as en l'esprit aussi. Généralement, c'est plus marquant comme expérience que simplement aller acheter un frigo au supermarché. Tu l'as acheté, bon, point barre, ok, peut-être qu'il va te suivre pendant des années, mais bon, pour le voyage, généralement, ça te marque et tu y penses et tu y repenses. Donc voilà, ça se passe sur un intervalle de temps qui est long, préparation, pendant et puis l'après. Je dis souvent que le voyage est la meilleure école de la vie. Alors, dans les points, alors je ne vais pas dire les arguments que je développe auprès de mes futurs clients, je considère toujours qu'un voyage, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, spécialement, j'ai beaucoup de familles, pour les enfants, pour les parents, c'est un véritable investissement, en fait. Ce n'est pas de l'argent dépensé, jeté par les fenêtres, parce que derrière, ça va contribuer c'est un bien grand mot, à l'éducation des enfants, à leur ouverture d'esprit aussi. Donc, pour moi-même et puis pour les futurs voyageurs, je considère vraiment que c'est un investissement
et qui met du temps à être rentabilisé, mais on voit que souvent les personnes s'en souviennent des années après, et puis ça leur apporte, je répète, c'est important, une ouverture d'esprit, ça me semble essentiel, spécialement en ce moment. Ouais, complètement, je suis complètement d'accord avec ça, j'ai toujours voyagé depuis tout petit, ça m'a toujours parlé. Tu parles de l'âge d'ailleurs, tu as en fait, donc des enfants aussi en voyage, et donc si on fait le rapport avec le voyage, et l'entrepreneuriat, il y a un âge pour entreprendre? Je pense que non. Alors, l'âge supérieur, je suis bien placé pour dire que non, c'est-à-dire qu'on peut commencer tard. Et puis, je pense qu'on peut commencer aussi voilà, en sortant de l'école, donc il n'y a pas d'âge, non, c'est plutôt un état d'esprit. Il n'y a pas d'âge. Alors après, on n'a pas forcément les mêmes atouts, la même manière de voir les choses à 20 ans qu'à 50, mais en tout cas, sur la volonté d'y être, d'entreprendre, non, je pense que c'est commun. Et l'avantage justement, c'est que le fait d'entreprendre amène à croiser beaucoup de personnes, souvent des personnes qui également créent, et on gomme la différence d'âge, en fait, parce qu'on a des objectifs communs, des problématiques communes, et qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans, on en discute et on est au même niveau, en fait, puisqu'on part tous de zéro. Alors, il y en a qui partent de zéro à 20 ans, d'autres qui partent de zéro à 50, mais je dirais là-dessus, l'âge qu'on a au début, il est gommé, c'est pas le sujet. Et si on fait le parallèle avec l'ouverture d'esprit du voyage et l'ouverture d'esprit de l'entrepreneur? Alors, ça me semble. Alors, d'une part, c'est nécessaire parce que l'ouverture d'esprit, on a tellement de domaines à couvrir quand on est entrepreneur que c'est difficile de se fermer les portes en disant mais ça, je refuse de le voir. Donc, ce point-là, il est très très important et ça permet à l'inverse de découvrir aussi d'autres métiers, d'autres secteurs. Donc, précédemment, moi j'ai travaillé 25 ans dans le groupe Danone, dans le Chablais à Évian, Chablais profond. Et en fait, j'avais un peu en commençant à entreprendre, j'ai découvert que finalement, il y avait tout un tissu autour que je ne connaissais absolument pas. Parce qu'en fait, quand tu es dans une grande entreprise, bah oui, tu as des liens, mais pas forcément localement, avec le siège qui peut être à Paris, etc. Puis tu vis un peu finalement en vase clos. Et après, tu te dis, quand on est sorti, mais oui, mais il y a une vie autour. Donc il y a plein d'autres personnes, plein d'autres métiers que tu soupçonnais pas. Donc le fait d'entreprendre, souvent, ça t'amène à croiser des métiers, alors on en a parlé, des personnes d'âge très différents, d'expériences différentes, mais également des secteurs que tu n'aurais jamais eu l'occasion de découvrir si tu étais resté, ce n'était pas mon cas, mais je ne sais pas moi, comptable dans ton entreprise, en fait. Donc ça, c'est une vraie richesse de l'entrepreneuriat. Ça nécessite d'être ouvert d'esprit, et si tu l'es, ça te permet, ça t'ouvre les portes sur plein de secteurs différents. Et ça, c'est une vraie richesse. Est-ce qu'un entrepreneur qui sent qu'il bug dans le développement de son entreprise, est-ce qu'il ne pourrait quasiment pas entreprendre un voyage pour débugger son... Oui, parce que c'est sûr que ça peut arriver, parce que notamment le fait de voir ce qui se passe dans les autres pays, souvent c'est évident, ça te permet de relativiser, ça t'ouvre les yeux, c'est évident ce que je dis, mais oui, bien sûr, c'est clair. Et puis durant le voyage, tu as un état d'esprit différent, ça te sort de ta routine, évidemment. Donc pour le coup, oui, tu es beaucoup plus ouvert, c'est évident. Donc merci de cette suggestion, je vais la proposer dorénavant à tous les créateurs. Et si vous plafonnez, je vais vous proposer un petit voyage. On trouvera le pays qui vous dépaysera, ça c'est pas le souci. Et vous en sortirez différent. C'est sûr. Moi en tout cas, c'est un voyage qui est capable de payer justement un voyage en fait, où tu visites des entreprises éventuellement. Ouais. T'as jamais organisé j'ai jamais organisé. Alors, dans mon passé professionnel, moi, à un moment donné, j'ai eu un poste où je travaillais beaucoup avec le Japon. Je suis allé souvent, donc j'ai visité pas mal d'entreprises au Japon. Alors, c'est d'un exotisme fou. J'ai toujours dit que c'est beaucoup plus original d'aller visiter une entreprise au Japon que d'aller au fin fond de l'Amazonie, en fait. Hein, parce que là, vraiment, tu as l'impression d'être dans un monde presque parallèle, quoi. Donc, avoir l'occasion, par exemple, de visiter non pas simplement les sites classiques, mais permettre de côtoyer aussi d'autres univers professionnels dans des pays différents, oui, c'est effectivement très, très, très enrichissant. Et on en revient aussi de fait enrichi parce qu'on a pu relativiser en disant, oui, tiens,
ils font comme ça, par exemple, au Japon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en Europe, et qu'est-ce que je peux retirer de ce qu'ils font dans mon évolution et aussi dans mon job d'entrepreneur éventuellement. Cool. On lance la troisième roulette. Allez, c'est parti. Sur la vision du monde et de l'avenir. Et on va sûrement pouvoir aborder les situations un peu actuelles. Hop, je te laisse cliquer. Allez, je clique. Ah bah oui, voilà, c'est ça, c'est mieux. Alors c'est un texte qui est long. Je dis souvent que la société vit à 3 vitesses, celle des fonctionnaires, celle des salariés et celle des entrepreneurs. Qu'en penses-tu? Pour pouvoir répondre à cette question, j'ai envie de dire, idéalement, ce serait bien d'avoir 3 vies, en fait. C'est-à-dire d'avoir une vie de fonctionnaire, une vie de salarié et une vie d'entrepreneur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup évidemment de préjugés sur ces sujets-là. Se mettre dans l'impôt d'un... J'ai jamais eu l'occasion de me mettre dans l'impôt d'un fonctionnaire, mais je pense que ce serait enrichissant. Salarié, oui, je l'ai vécu. Donc, par rapport à ça, en tout cas, et c'est assez rare finalement, d'avoir l'occasion de voir ces trois manières de travailler, parce qu'on découvre ou des freins ou des possibilités qu'on n'a pas dans l'autre. La partie salariée, bon, que j'ai bien connue, bah, c'est clair que tu as un cadre, souvent un carcan, donc en termes de liberté, d'indépendance, tu es très très bridé. À l'inverse, la partie entrepreneur, oui, là c'est open bar, j'ai envie de dire, tout est ouvert, parfois trop ouvert. Donc c'est bien un peu d'avoir l'occasion de vivre ces deux métiers, et puis de se dire, bah oui, finalement, peut-être que je suis plus à l'aise là-dedans que dans l'autre. Peut-être qu'il y a des fonctionnaires, sans doute, hein, des fonctionnaires qui ont une âme d'entrepreneur, mais qui n'auront jamais eu l'occasion de la mettre en valeur. Alors, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui ont une âme de fonctionnaire, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc encore une fois, un point qui me semble important, c'est idéalement pouvoir vivre un petit peu ces différentes vies professionnelles. Et puis après de se dire, bah oui, finalement, ça me convient, ou ça ne me convient pas. Ma vie de salarié me convenait, il y avait des choses qui me manquaient. Ma vie d'entrepreneur maintenant, en tout cas maintenant, à l'heure actuelle, elle me convient bien plus. Parce que j'y trouve des satisfactions que je n'avais pas du tout dans ma vie de salarié passé. Alors c'est vrai que le fonctionnaire, généralement, il commence et il finit fonctionnaire. Le salarié, il peut devenir entrepreneur. L'entrepreneur salarié, c'est peut-être plus facile de faire ces switches entre les deux. Et du coup, à un moment donné, dans ta première question, enfin, j'ai oublié de te poser la question, mais justement, on va faire le lien. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu deviennes salarié, enfin que tu deviennes entrepreneur, de salarié à entrepreneur? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, en fait, c'est que, donc, comme je t'ai expliqué, en fait, hein, j'étais salarié pendant 25 ans, donc j'ai fait beaucoup de choses différentes. Donc dans l'agroalimentaire, beaucoup de fonctions différentes. Puis au bout d'un certain temps, bah, ça s'installe une routine. Alors les choses un peu classiques aussi, perte de sens, voilà, ça se fait un petit peu à la fois. Mais tu ne t'en rends pas forcément compte en fait. Hein, tu vois, voilà, ça s'installe, il y a une petite musique, puis tu as des choses qui te passionnent et que tu te dis, bah, peut-être que j'aimerais bien aussi exploiter ça. C'était le cas pour moi pour le voyage. Et puis je me souviens très bien, moi, il y a eu un moment donné où j'avais une mission et puis j'avais dû travailler sur un truc très pratico-pratique qui était dans une usine, la largeur d'un passage piéton avec la couleur de la peinture. Et là, à un moment donné, je me suis dit, non, là, c'est plus possible. Vu tout ce que j'avais fait avant, je me suis dit, non, là, je ne vais pas pouvoir faire encore des années ce genre de choses-là. Non, c'est trop, quoi. Donc là, le déclic, je me souviens très bien, il a existé, il a été ce jour-là. Et donc là, je me suis dit, bah, ça ne peut plus durer, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Et après le cheminement pour devenir entrepreneur, il n'y a pas suffi d'appuyer sur le bouton. Ça demande, surtout quand tu as été, je dirais, codé salarié pendant un certain temps, le switch il ne se fait pas immédiatement. Donc ça suppose un travail de réflexion personnelle, bon, j'ai été accompagné, avant de dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire, vraiment. Je le savais, mais je savais peut-être au fond de moi, mais pas forcément exprimé. Et la conclusion a été, bah oui, finalement, je veux faire ce que je fais maintenant, car j'ai cette chance. Et ça passe par le fait d'être entrepreneur, en fait, qui a été la conséquence. Et à partir du moment où cette décision-là a été prise, je dirais que ça n'a pas été facile, mais
mais après, ça roule, quoi. À partir du moment où tu as l'objectif, bah, tu mets les moyens en face pour y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a le déclic, premièrement, de se rendre compte de ça. Et puis deuxièmement, bah, prendre la décision de dire, bah, ok, moi j'arrête la partie salariat et je vais faire ce qui me plaît vraiment, ce qui me passionne, ce que je fais maintenant. Une fois que tu as pris cette décision-là, après ça s'enchaîne, je ne vais pas dire naturellement et facilement, mais c'est quand même, on y arrive, dans mon cas. T'as mis combien de temps entre le déclic et... entre le déclic et ça, il a fallu au moins 6 mois quand même. Ok. Ouais. Ben, ça suppose aussi un travail de réflexion. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir le faire accompagner parce que c'est des sujets où parfois que tu as en tête mais que tu refuses de voir, qui sont vraiment enfouis, et tu te dis bah, on verra plus tard, etc. Quoi. Puis à un moment donné, tu te dis bah, maintenant ouais, c'est l'occasion de se poser ces questions-là. Et puis après ça s'enchaîne. Ok. Bon, on va revenir un peu sur notre question de base. Qui est donc ta vision du monde et de l'avenir. Alors, j'allais dire, pour reprendre la question de la roulette, comment huiler en fait les engrenages justement entre le monde du fonctionnariat, le salarié. En fait, pour moi, il y a 3 vitesses. Tu as dû le voir au sein d'un grand groupe. Peut-être que des fois on prend une décision, c'est un peu lent, etc. Là aujourd'hui tu es tout seul, toi ta décision tu la prends, tu prends ton téléphone et tu règles le problème. Quoi. Et dans les fonctionnaires, on est entrepreneur, donc on connaît aussi exactement, voilà. La vitesse d'engrenage. D'ailleurs, si tu étais président, comment tu ferais pour progresser comme dirait la chanson. Il n'y a sans doute pas de baguette magique parce que je pense que sinon il y en a déjà qui l'auraient trouvé. Il faut favoriser pour les salariés, c'est facile à dire, mais favoriser l'initiative individuelle, la mobilité, c'est pas évident. Dans ce que je fais maintenant, comme je suis tout seul, je fais tout. Donc bah oui, je fais du commercial, je fais du marketing, c'est des fonctions que je n'avais pas du tout abordées dans ma vie salariée précédente. Pourtant, très très modestement, je me dis bah finalement ça me plaît, parce que aussi je le fais pour moi, et entre guillemets, je suis peut-être pas complètement nul là-dessus, sur ces sujets-là. Donc en fait, je me dis bah, pourquoi est-ce que dans ma vie de salarié précédent, qui était une assez grande entreprise, pourquoi on ne m'a pas donné la possibilité d'aller vers ce genre de fonction où je pense que j'aurais pu être très motivé et peut-être être relativement, ou pas, mais relativement performant. Donc à un moment donné, il y a des questions de démotivation qui sont importantes. Et à l'intérieur des entreprises, dans le salariat, souvent, on n'offre pas, je pense souvent, la possibilité, on ne prend pas de risque en fait. Donc en fait, on n'ouvre pas tellement la possibilité de dire, bah tiens, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, peut-être que tu pourrais aller là-dedans. Ah bah oui, mais toi, tu n'as pas de formation en marketing. Qu'est-ce que tu vas faire à 30, 40, 50 ans du marketing? Tu n'en as jamais fait. Donc non, on va prendre des gens qui sont... Voilà. Donc je pense qu'il y a une partie aussi liée à ta question qui ferait qu'au niveau des entreprises, du salariat, en fait, on pourrait faire évoluer de manière plus efficace les structures en donnant plus la parole aux salariés et en leur permettant, via des passerelles, de faire autre chose que ce pourquoi ils sont censés être embauchés. Mais c'est des risques. Les entreprises, souvent, elles n'aiment pas trop les risques. Pour la partie fonctionnaire que je connais moins, mais je pense que c'est sans doute encore pire. On est plus dans des catégories. Donc, faciliter l'autonomie aussi. C'est facile à dire. S'il suffisait de le dire, je pense que ce serait déjà fait. Mais récemment, j'ai une expérience, comme tu as peut-être eu aussi, avec le fameux fonds de solidarité là, pour les entrepreneurs. Donc, moi, j'étais amené à passer un peu de temps avec les impôts. Et j'ai fini par avoir quelqu'un, une personne, voilà, ça existe, hein, c'est pas qu'une case, voilà, il y a des personnes qui travaillent aussi aux impôts. Et donc, j'ai fini par avoir la personne. Et à un moment donné, elle m'a dit, ah, c'est dommage. Parce que j'aurais bien pu débloquer votre dossier, mais j'ai reçu un mail ce matin disant que ça revenait au niveau national, et maintenant j'ai plus la main sur votre dossier, quoi. Et donc c'est reparti, en termes d'efficacité derrière, c'est reparti pour 2 semaines, parce que le système a été paramétré pour qu'on ne puisse pas y accéder pendant quelques jours. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, là la personne, c'est pas qu'elle voulait m'aider, mais elle était coincée parce qu'il y avait un cadre, une structure qui, je pense, est encore beaucoup plus strict
dans les entreprises privées, qui fait qu'elle avait la bonne volonté de le faire, mais elle n'avait pas les moyens. Bon, moi, demain, si on m'appelle, un client me demande de poser une question, moi, les dossiers, cocher une case et faire que ça avance, je sais faire, quoi. En fait, c'est par rapport à la question là, qui est ressortie dans la roue, c'est en fait que j'ai remarqué à force de rencontrer justement des entrepreneurs et en connaissant le système de l'État, enfin, de l'administration, c'est qu'en fait on doit rentrer dans des cases, mais à contrario l'entrepreneur et en fait par définition n'est pas une case, parce que justement le jeu d'une entreprise c'est de se différencier tous les jours. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est à ça je connais un peu ça parce que alors il y a un débat dans le monde du voyage. En fait, pour tout ce qui est lié aux agents de voyage, tu as deux catégories en fait. Je ne te donne pas les codes NAF, peu importe, mais il y en a une qui s'appelle les agents de voyage et l'autre les voyagistes. Alors voyagiste, déjà c'est un terme, moi j'entends ça, je sais pas, tous les termes en ist, ça me fait un peu peur, donc jamais, quand on me dit tu es voyagiste, par rapport à entrepreneur, je dis non. Alors en fait, sous-entendu, l'agent de voyage, c'est celui qui vend le voyage, et le voyagiste, c'est celui qui le produit, qui le fabrique. Mais en fait, dans la réalité maintenant, la plupart des personnes qui sont dans le voyage font un peu les deux. Tu vois, comme moi, bah oui, entre guillemets, j'organise et je le vends. Et puis les gens qui font que de la production, les tour opérateurs, ils vendent aussi, ils commercialisent. Donc en fait, souvent, les deux sont mêlés. Donc en fait, cette distinction, elle ne veut plus rien dire. Sauf qu'au niveau de la réglementation, tu as bien les deux cases. Et à un moment donné, tu dois dire, c'est 79.11 ou 79.12. Et après, quand tu demandes, mais concrètement, ça sert à quoi de savoir ça? Personne ne peut répondre. Mais n'empêche, il faut que tu répondes. Parce que c'est des cases, comme tu dis, hein, c'est une classification hiérarchique qui a été faite il y a des années et qui ne correspond plus à la réalité. Voilà, c'est un exemple d'aberration auquel je suis confronté. Sur mon exemple précis, mais tous les entrepreneurs sont un peu là-dedans parce qu'on a du mal à les mettre dans des cases parce qu'ils sont souvent ils sont multi-cases en fait. Il faudrait juste une case entrepreneur. Oui. Alors après, il faut voir à quoi, qu'est-ce que tu mets à côté, quoi. Mais oui, c'est clair. C'est bizarre. Alors du coup, toi, ça fait un an. On va arriver au un an. Presque. Le premier Covid, le confinement. Mi-mars, oui. 17 mars. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je me désole tous les jours. alors, génial, tu sors cette phrase, c'est ce que j'ai lu dans ton article. Est-ce que tu es capable de me la ressortir? C'est en italique. Quand je me regarde. Oui, je vois un peu. Non, ce qui se passe, c'est comme. Quand je regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console, en fait. Oui, alors cette phrase-là, pourquoi je l'ai citée, c'est que en France, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on est quand même bien aidé par l'État, je trouve, surtout quand on compare à ce qui se passe dans d'autres pays. C'est l'intérêt du voyage, parce que dans beaucoup de pays, les entrepreneurs ou même les salariés, peu importe, ont quasiment peu d'aide. Donc en fait, j'ai beaucoup de confrères français dans les pays étrangers, des fournisseurs, des partenaires, qui en fait n'ont aucune aide. Donc ça veut dire qu'eux, non seulement, ils n'ont plus aucune activité, mais il n'y a personne pour les aider. Donc, un peu comme en France, ils peuvent vivre un peu sur leur trésorerie, etc., mais ça va durer bien moins longtemps. Et aussi, parce que souvent, il n'y a pas moyen pour eux, avec leurs salariés, évidemment, il n'y a pas de chômage partiel, ce genre de choses-là, donc c'est vraiment, c'est catastrophique pour eux, parce que leur salarié, quelqu'un qui est, qui est guide, qui est chauffeur guide, au Sri Lanka, s'il n'y a plus de clients, il fait quoi? Il n'a pas de boulot, lui, son salaire, il va faire vivre sa famille, parfois son village, et il n'a plus rien. Donc c'est vraiment, ça c'est bien de pouvoir relativiser. C'est pour ça que je dis que, je me désole moyennement, mais c'est bien pire dans d'autres pays. Donc là, aujourd'hui, depuis le mois de mars, évidemment, le secteur du tourisme, c'est compliqué. Moi, tous les voyages depuis le mois de mars, ça a été annulé, reporté. Il y a eu des personnes que j'ai dû rapatrier qui étaient au Vietnam au début du Covid. Ensuite, parfois on tente de reporter, mais souvent c'est réannulé derrière. Donc en fait, on passe notre temps à faire, défaire, refaire. Donc c'est un peu anxiogène. Alors c'est pour ça que je dis que je ne fais pas rien, parce que mine de rien, faire, défaire, refaire,
c'est du boulot qui n'est pas rémunéré, donc ça me prend quand même du temps. Et régulièrement, les personnes me prennent un peu pour Madame Irma, donc je leur réponds que je n'ai pas de boule de cristal, avec des questions du style est-ce que vous pensez que les États-Unis vont rouvrir au mois de juillet? Voilà, bah oui, c'est mon métier, je suis agent de voyage, je devrais savoir, c'est la réponse à ces questions-là. Est-ce qu'il faudra un test de PCR dans 3 mois pour rentrer au Maroc? Oui, mais je vais appeler le roi du Maroc et il va me dire. Voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup de sollicitations liées à ça. Et puis, ça, c'est une partie de mon activité traditionnelle qui, quand même, perdure. Et après, j'ai des activités autres. Je fais partie d'associations, une association qui s'appelle Respire, liée au tourisme de demain, qui est née pendant le confinement et qui regroupe beaucoup de personnes. Il y a un groupe Facebook, il y a 4000 membres maintenant. Je fais partie du bureau. Et à l'intérieur de cette association, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours sur justement le fameux monde d'après et tourisme de demain. Donc en fait, c'est l'occasion aussi pour moi d'augmenter mon réseau dans le cadre du secteur du voyage. Et ça, c'est un point essentiel, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à faire croître sa clientèle, mais faire croître son réseau, c'est très important. Et ça, je le fais depuis un an aussi, parce que maintenant, bah oui, j'ai quand même beaucoup plus de contacts qu'il y a un an en arrière. Donc pour moi, la crise, c'est évident, c'est ce qu'on dit souvent aussi, hein, le mot chinois, il y a 2 significations, c'est à la fois un danger mais une opportunité. Ben oui, moi je vois que pour moi, l'opportunité, elle existe, c'est l'occasion de réfléchir, de se poser, de se former. J'ai suivi des formations aussi sur le tourisme durable, je me suis perfectionné sur certaines destinations, donc c'est le moment de le faire. Donc j'ai la chance de pouvoir considérer que c'est aussi une opportunité en ce moment. Et le tourisme de demain, tu le vois comment, toi? Ah, vaste question, si j'avais la réponse. Ah, mais toi Mais comment tu le rêves? Oui, je vais essayer de te répondre. En fait, je pense qu'il va y avoir 2 tendances, en fait. Il va y avoir, alors, quand est le demain? C'est à partir du moment où on lèvera les barrières, sans doute. Donc, il y aura une volonté, les gens vont vouloir revoyager rapidement. On appelle un peu tout ce qui est revenge tourisme, ça commence à sortir. Donc, les personnes qui ont été confinées chez elles ou même en France depuis longtemps, il y aura une volonté vraiment de revoyager. Donc ça, c'est sûr que ça va sortir. Après, derrière, alors même s'il y aura des craintes encore liées, passeport sanitaire, ces sujets-là, mais quand même, il y a la volonté forte de vouloir revoyager. Donc je ne suis pas trop inquiet sur le fait de dire, demain, il y aura encore des voyageurs. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Après, sur quel type de tourisme, il va y avoir des évolutions. Tous les sujets liés au tourisme de masse, demain, je pense que ça va rester, mais quand même. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui vont souffrir. Maintenant, alors je ne le proposais pas avant, mais les personnes qui passaient une semaine en croisière sur un énorme paquebot qui passait par Venise, déjà, moi, il y a quelque temps, ça me semblait un peu incongru. Mais maintenant, je pense que les personnes, dans leur esprit, elles vont voir ça, elles vont dire non, c'est plus. Alors, pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais elles vont se dire, entre les risques sanitaires, elles vont dire non, moi, ça m'intéresse plus, ce genre de voyage. Donc, je pense que il y a une partie du tourisme de masse qui va souffrir, qui va disparaître, au profit, alors c'est un petit peu optimiste, voire utopique, mais d'un tourisme, ce qu'on dit toujours, plus durable, plus responsable. Donc je pense que cette tendance-là, de fond, suite au Covid, elle existait déjà, mais elle était latente, mais elle va émerger de plus en plus. Et donc derrière, oui, il va y avoir une volonté pour les futurs voyageurs de s'associer à ça. Et pour les professionnels, je pense sur ce créneau-là, je pense que ça va se développer. Donc, il y aura quand même des aspects positifs aussi au niveau du tourisme liés à ça. Après, on voit bien ici aussi, sur la montagne, en Haute-Savoie, il y a des grosses questions qui se posent. Toutes les stations en altitude, suite à la fermeture des remontées mécaniques qui ne peuvent pas tourner. Bon, demain, on fait quoi? C'est quoi le développement tu vois, des stations de montagne? C'est un peu le même genre de sujet. Donc, la crise a permis au moins de révéler, de faire ressortir au-dessus de la pile des sujets qu'on connaissait, mais que les gens ne voulaient pas forcément affronter. Donc que ce soit en local ici, en Haute-Savoie, ou pour les voyages à l'étranger, c'est un peu les mêmes sujets qui ressortent. Et j'espère que ça va aller vers quelque chose de plus positif, en tout cas, que je pense que le tourisme va évoluer de façon un peu plus positive que ce qu'on avait jusqu'à présent. Toutes les notions de surtourisme, tous ces sujets-là, ils existaient déjà, mais on en parle beaucoup plus maintenant. Et ce qui est important, c'est que ça rentre dans la tête des gens. Et les gens vont dire, bah oui, mais non, moi j'ai plus envie d'aller là parce que je me rends compte de tel ou tel point. Mais chacun évolue là-dessus. Mais moi aussi, je dirais par rapport à quelques années, ce qu'on disait tout à l'heure, voyager souvent loin.
ça va moins arriver demain. C'est-à-dire que les gens vont probablement moins voyager, mais plus longtemps. Ce que j'expliquais dans ma vie précédente, où j'ai eu l'occasion d'aller souvent au Japon, à une période, j'y allais une fois par mois pendant 1 an. Donc, je restais une semaine. Et rétrospectivement, je me dis que maintenant, je ne le ferai plus, en fait, quoi. Parce que ça va paraître incongru de faire ce genre de choses. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution, il y a une prise de conscience et une évolution suite au Covid, qui, alors dans quel degré, je ne sais pas, parce que bon, il y a des choses qui vont rester comme avant, ça dépend aussi de la perception dans chaque pays, mais c'est sûr que ça va évoluer rapidement. Et alors, par rapport au voyage, j'ai toujours eu. Enfin, j'ai pas d'avis tranché, justement, je me suis toujours posé cette question-là, parce que justement, quand on parle de tourisme vert, de tourisme durable, etc., partout où j'ai eu la chance d'aller, et en fait de voir en fait, ce tourisme, en fait le tourisme dans beaucoup de pays est une grosse source financière, mais en même temps, en fait, le tourisme, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'autre choix que de terrasser et de tuer l'environnement, en fait. Et donc, en fait, enfin, je veux dire, comment ça se traduirait du tourisme durable? Ouais, bon, ce sont des sujets pas simples, mais il y a. En fait, ce qui est lié aussi souvent à ça, c'est de la concentration de beaucoup de personnes au même endroit aussi. Donc en fait, il y a un des sujets, des enjeux pour la suite, que ce soit en France ou ailleurs, c'est d'arriver à sortir de ce cadre-là. Donc ça veut dire, dans le temps, c'est assez facile à dire, mais peut-être plus compliqué à faire, entre guillemets, un peu ce qui se passe aussi en montagne, dire pas simplement l'économie d'une région, c'est sur les 2 mois d'hiver, le reste du temps on fait rien. Donc comment on fait pour proposer du tourisme sur toute l'année? C'est plus ou moins facile. Mais il y a des personnes, il y a des régions en France qui le font. Et l'autre point, c'est géographiquement aussi. C'est-à-dire pas concentrer tout sur quelques points. J'ai discuté récemment avec un de mes partenaires au Vietnam, où il y a quelques points de tourisme, où il y a du surtourisme, où tout le monde va. Et on a développé aussi les gros hôtels avec, style la baie d'Along, etc. Mais il y a des alternatives qui sont alors, un peu équivalentes ou un peu différentes, mais quand même, on peut faire quelque chose. Donc ça suppose souvent d'arriver aussi à mieux répartir les touristes, les voyageurs, un peu partout dans le pays, faire ressortir des sites parfois méconnus, mais qui existent. Mais souvent, c'est la solution de facilité. À un moment donné, on va dire, bah oui, tu vas dans cette, je sais pas moi, tu vas à Bordeaux, tu vas voir la dune du Pilat. Bon, il y a peut-être d'autres choses à voir. Donc, il y a moyen souvent de créer des opportunités pour les touristes, mais il faut arriver à les faire sortir et inciter aussi le touriste à voir autre chose. Donc je suis assez quand même optimiste là-dessus, mais ça suppose une prise de conscience dans chaque pays. Et moi, en tant que professionnel en France, au niveau des autres pays, ben, j'ai un rôle aussi à jouer en leur disant, bah oui, mais ça, ok, vous avez vu ça, mais par exemple, la baie d'Along, ok, vous avez vu les photos sur Instagram, mais maintenant je vais vous montrer comment c'est en réalité. Autour, il y a plein de bateaux, plein de petits Chinois. Donc, ce n'est pas l'image idyllique que vous en avez, mais il y a des sites un peu comparables qui sont autour. Donc, et là, allez-y, il y aura un peu moins de monde, et puis vous en retirerez autant de bénéfices. Donc, je pense que sur ces sujets-là, les professionnels, quels qu'ils soient, ils ont un rôle à jouer aussi pour faire évoluer globalement ce sujet du tourisme durable, responsable, etc. Ok, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder, un truc en particulier, Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Après, non, les sujets sont vastes. C'est justement l'intérêt quand tu es entrepreneur, c'est que tu es amené à, ce que j'ai dit, tu es un peu touche à tout en fait. Hein, donc, je ne pensais pas être amené à parler de fonds de solidarité comme contrôleur des impôts, mais c'est intéressant aussi. Donc, c'est un sujet que j'aurais pas eu l'occasion d'aborder dans ma vie précédente de salarié. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, tu n'auras jamais posé la question. Tu vois qui c'est, toi, Pierre Rabhi? Oui, le roi du colibri. Le roi du colibri, exactement. C'est un philosophe qui est agriculteur, qui prend un retour à la nature, etc. Et donc, en fait, pour ça que je te demande, parce que je ne connais pas, je connais Elon Musk. Oui, voilà. Pas personnellement, mais.
un tweet et aujourd'hui, tu organiserais les voyages. Et tu as une vision de l'avenir, on va finir là-dessus. Tu as une vision de l'avenir plutôt Elon Musk ou plutôt Pierre Rabhi? Je ne suis pas normand, mais je vais te dire qu'il y aura un peu les deux. C'est-à-dire, je pense que Elon Musk, SpaceX, etc., je pense que on a besoin de ça aussi. Voilà. Alors, c'est lié au voyage aussi. Hein. Le voyage intergalactique, c'est une forme de voyage peut-être ultime. Donc, je pense que les gens ont besoin de se projeter, aussi de rêver un peu. Donc, Elon Musk, il fait, oui, je pense qu'on a besoin de personnes comme lui. J'ai entendu hier ce fusée SpaceX là. Alors, il a sorti un petit tweet humoristique en disant cette fois-ci, alors il a explosé, je pense, après l'atterrissage, mais il a dit cette fois-ci, il est arrivé en un seul morceau, ce qui est déjà un progrès dans son entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on a besoin de personnes comme lui. Après, le point Pierre Rabhi, la frugalité, etc., oui, parce que je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte que on n'a qu'une seule terre aussi, que les ressources sont limitées, que de plus en plus on va vers du local. Donc, je pense que les deux tendances vont se développer. Après, derrière, ce qui se passera dans 50 ans, je ne sais pas. Mais le fait de dire aussi, oui, chacun doit faire sa part, quelque part, moi, ça me parle. Alors, pour en parler 30 secondes aussi, là récemment, suite à ce qu'on se disait avant, j'ai constaté que donc, moi, mes partenaires dans les pays n'ont aucune ressource. Donc, en fait, je me suis dit, comment moi je peux les aider, quoi, quelque part. Donc, j'ai versé une petite somme à chacun d'entre eux en leur disant, enfin pas chacun, une dizaine, en leur disant, voilà, cette somme-là, vous en faites entre guillemets ce que vous voulez. Donc, soit vous la prenez pour votre petite entreprise avec vos salariés, ou vous l'utilisez pour une action en local, en fait. Hein. Et là, en faisant ça, oui, moi, j'ai fait ma part. Donc, alors, je ne vais pas en citer 15, mais j'ai un exemple, par exemple, en Namibie, où en fait, la somme que j'ai versée, elle a servi pour mon partenaire local, il soutenait déjà une association qui aide à payer les rangers dans les parcs en Namibie. Quoi. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'idée, c'est que demain, s'il n'y a plus de touristes dans ces pays-là, donc il n'y aura plus de rangers. S'il y a plus dans les parcs, s'il n'y a plus de rangers, il va y avoir du braconnage. Et donc au final, globalement, au niveau de ce qui se passe dans le pays, la biodiversité, etc., elles vont souffrir. Donc en fait, très très modestement à mon niveau, je dis voilà, en Namibie, j'ai fait ma petite part. Quoi. Et ça fait partie des choses où quand tu es entrepreneur, tu peux te permettre ce genre de choses. Et là, c'est très valorisant. Quand tu es salarié, c'est beaucoup plus compliqué de mener ce genre d'action où ça va être un service communication qui va peut-être le faire. Quand tu es entrepreneur, tu es libre de faire ce genre d'action. Et au final, c'est un petit peu aussi pour ça que tu fais ce que tu fais. Voilà. Merci beaucoup, Eric. C'est moi, c'était un plaisir.